Le monde entier va découvrir mon vrai visage. Je suis David Martinez, et il y a 3 mois, j'étais persuadé d'avoir tout compris. J'ai 37 ans, je suis informaticien dans une compagnie d'assurance de taille correcte, et j'habite dans ce qui était autrefois ma maison de rêve à Millfield Heights. Vous voyez le genre d'endroit où tout le monde vous fait un signe de la main depuis sa pelouse impeccable et conduit des 4x4 ennuyeux. Ma femme, Jessica, a 35 ans, travaille dans le marketing, et a toujours été l'ambitieuse du couple. Elle a ce look ma vie est parfaite, des vêtements de marque, des cheveux blonds impeccables et un sourire à vendre des glaces aux Esquimaux. On est mariés depuis 12 ans, et je pensais vraiment qu'on était insubmersible. Nos enfants, c'est mon univers. Emma a 15 ans, elle est vive d'esprit, elle a hérité de l'ambition de sa mère et de mon sarcasme. Tyler en a 12, il est obsédé par les jeux vidéo et me fait mourir de rire tous les jours avec ses réflexions désabusées. J'aurais dû voir les signes avant-coureurs. Les soirées tardives de Jessica au travail se sont multipliées, les soirées filles sont apparues de plus en plus souvent. Elle a commencé à aller à la salle de sport comme une dingue, à acheter de la nouvelle lingerie que je n'ai jamais vue, et prenait des appels dans une autre pièce. Le schéma classique de la femme qui trompe son mari. Mais j'étais trop confiant, trop bien installé dans notre routine pour faire le rapprochement. La première vraie fissure dans ma vie parfaite est apparue un mardi de mars. J'étais en train de préparer le dîner, mes fameux spaghettis aux boulettes de viande, quand Jessica est rentrée avec son beau-frère, Marcus Thompson. Marcus est marié à la sœur de Jessica, Claire, et il est tout ce que je ne suis pas. Grand, athlétique, roule en BMW, travaille dans l'immobilier et a cette suffisance propre à ceux qui n'ont jamais à se soucier de l'argent. « Salut David » a dit Marcus, me regardant à peine en attrapant une bière dans notre frigo. « Jessica et moi devons te parler d'un truc. » J'ai essuyé mes mains sur une serviette, déjà mal à l'aise. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Jessica ne me regardait pas dans les yeux. Marcus a une affaire. Il pense qu'on devrait investir. Investir dans quoi, ai-je demandé, en remuant la sauce, essayant de gagner du temps. Marcus a sorti son téléphone, me montrant des photos d'un immeuble en centre-ville. Cet immeuble va tripler de valeur pendant qu'on le rembourse d'ici 2 ans. La ville prévoit un projet énorme juste à côté. J'ai des infos de première main. De combien on parle, ai-je demandé, sachant déjà que ça allait me déplaire. 200 000 a dit Jessica doucement. Il faudrait qu'on prenne une deuxième hypothèque sur la maison. J'ai failli laisser tomber la cuillère. T'es folle? On vient de finir de rembourser les prêts étudiants de Jessica. Emma aura besoin d'argent pour l'université dans 3 ans. On ne peut pas risquer notre maison dans un pari immobilier. Marcus a ri de ce rire agaçant qui me fait grincer des dents. David, ce n'est pas un pari. C'est une valeur sûre. Des fois, faut prendre des risques pour gagner vraiment de l'argent. Tu ne peux pas jouer la sécurité toute ta vie. Jouer la sécurité? J'ai éteint la plaque de cuisson et je me suis tourné vers lui. Jouer la sécurité, c'est comme ça qu'on est propriétaire de cette maison. Jouer la sécurité, c'est comme ça qu'on a de l'argent de côté pour les études de nos enfants. Jouer la sécurité, c'est comme ça qu'on dort sur nos 2 oreilles sans avoir peur de tout perdre. C'est bien le problème, a dit Marcus, en jetant un coup d'œil à Jessica. Tu vois petit. Tu te contentes de ton petit boulot d'informaticien et de ta petite vie de banlieue. Mais Jessica mérite mieux. Elle mérite de tenter sa chance à quelque chose de plus grand. La façon dont il a dit le petit m'a fait bouillir le sang. Mon petit boulot d'informaticien paie cette maison, Marcus. Ma petite vie de banlieue assure la stabilité de notre famille. Jessica a fini par parler. David, j'ai déjà dit à Marcus qu'on le ferait. Claire investit aussi. C'est une affaire de famille. Une affaire de famille? Je l'ai regardé fixement. Depuis quand toi et Marcus prenaient des décisions familiales? La dernière fois que j'ai vérifié, on était mariés, toi et moi, pas toi et lui. Faut pas être dramatique, a dit Jessica, mais son visage était rouge. Marcus s'y connaît dans ce domaine. Il a fait fortune dans l'immobilier avec l'argent des autres, ai-je souligné. Marcus, t'as pas perdu ta chemise avec cette histoire de centre commercial il y a 2 ans. Le sourire de Marcus s'est effacé pendant une seconde. C'était différent. Le marché était bizarre. Là, c'est une valeur sûre. Il n'y a pas de valeur sûre dans l'immobilier, ai-je dit. Et même s'il y en avait, on ne risque pas l'avenir de nos enfants sur tes intuitions. Vos enfants.
Marcus s'est approché, et j'ai senti son eau de Cologne chère mélangée à l'odeur de la bière. Les enfants de Jessica aussi, David. Et elle veut qu'ils aient plus d'opportunités que tu ne peux leur en offrir. C'était comme un coup de poing dans le ventre. J'ai regardé Jessica, attendant qu'elle me défende, qu'elle dise à son beau-frère qu'il dépassait les bornes. Au lieu de ça, elle fixait le sol. Je crois que tu devrais partir, ai-je dit à Marcus, d'une voix calme. David a commencé Jessica, mais j'ai levé la main. Non. Il entre dans ma maison, boit ma bière, insulte mon travail, remet en question ma capacité à subvenir aux besoins de ma famille, et essaie de nous faire prendre le risque de tout perdre. Il doit partir. Maintenant. Marcus a claqué sa bouteille de bière avec une telle force que j'ai craint pour le plan de travail. Très bien. Mais Jessica, réfléchis à ce que j'ai dit. Certaines occasions ne se présentent pas deux fois. Après son départ, Jessica et moi avons une autre première vraie dispute depuis des années. Elle m'a dit que j'étais jaloux de Marcus, que je la freinais, trop effrayé de prendre des risques. Je lui ai répondu qu'elle était naïve, qu'elle se laissait manipuler par son beau-frère, qu'elle prenait des décisions capitales sans m'en parler. On ne s'est pas adressé la parole pendant 3 jours, mais ce n'était que le début. Les semaines suivantes, Marcus n'a cessé de pointer le bout de son nez, parfois avec Claire, parfois seul, toujours avec de nouvelles opportunités, et toujours avec cette attitude insupportable. Jessica a commencé à prendre de plus en plus son parti. Elle remettait en question toutes mes décisions financières, nous comparant sans cesse à Marcus et Claire. Même nos amis ont remarqué que ça n'allait pas. On formait un groupe soudé depuis des années, Jessica et moi, Tom et Sarah, Mitchell et Jake, et Amanda Rodriguez. On organisait des soirées jeux toutes les semaines, on partait en voyage ensemble, on fêtait tous les anniversaires et les dates importantes. C'était le genre d'amis qu'on pensait avoir pour toujours. Mais Marcus a commencé à tout gâcher, même ça. Le premier signe que Marcus agissait activement contre moi, c'était lors de notre dîner mensuel entre couples chez Tom et Sarah. On organisait ces dîners depuis 8 ans, chacun son tour pour recevoir, le principe du plat partagé, jeu de société après le repas, et assez de vin pour que tout le monde oublie le travail le temps d'une soirée. J'aidais Tom à faire griller des burgers sur la terrasse quand Jessica et Marcus qui s'étaient débrouillés pour se faire inviter ou étaient à l'intérieur, en train de parler à Sarah et Amanda. Je voyais Marcus à travers la baie vitrée, gesticulant, Jessica qui hochait la tête, et nos amis qui écoutaient, l'air grave. « C'est quoi cette histoire ?» a demandé Tom en retournant un burger. « Sûrement une autre des combines de Marcus pour devenir riche rapidement, ai-je répondu, essayant de paraître détaché. Il essaie de nous convaincre d'investir dans un immeuble commercial en centre-ville. Tom a haussé un sourcil. L'ancien bâtiment Brennan ? J'ai entendu parler de ce projet. Ça peut être légitime. Peut-être, mais pas en hypothéquant notre maison. Ouais, t'as raison, a acquiescé Tom. Mieux vaut être prudent avec l'argent de la famille. Mais quand on est rentré pour dîner, l'ambiance avait complètement changé. Sarah me lançait des regards étranges, et Amanda semblait mal à l'aise dès que je prenais la parole. Jake faisait du Jake, balançant des blagues pour détendre l'atmosphère, mais même lui sentait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Après le dîner, pendant qu'on installait les colons de Catane, Marcus a lâché sa bombe. « Tu sais, David, a-t-il dit, arrangeant ces petits villages d'une manière dramatique, j'ai réfléchi à ce que tu as dit l'autre soir, à propos de jouer la sécurité. J'ai senti tous les regards se tourner vers moi. Quoi à ce sujet ? Eh bien, j'ai fait quelques recherches sur ta boîte. Midwest Mutual Insurance. C'est ça, non ? Marcus a souri, mais ce n'était pas un sourire amical. Tu savais qu'il perdait des parts de marché depuis 3 trimestres d'affilée ? Et il y a des rumeurs de fusion avec Continental Group ? Mon estomac s'est noué. Je n'avais entendu parler d'aucune fusion, mais dans le monde des assurances, ce genre de rumeurs voulait généralement dire quelque chose. T'as entendu ça où ? J'ai des contacts dans le milieu financier, a dit Marcus, en lançant les dés avec désinvolture pour commencer son tour. On dit que Continental veut rationaliser les opérations, supprimer les doublons, surtout dans l'informatique. Ils veulent tout centraliser à leur siège à Chicago. Jessica me fixait, les yeux écarquillés. David, tu ne m'as rien dit à propos d'une fusion. Parce que je ne sais rien d'une fusion, ai-je dit, mais je commençais déjà à douter. Il y avait eu des réunions bizarres ces derniers temps ou des cadres d'autres entreprises en visite, des discussions à voix basse entre les grands chefs.
Peut-être que t'es moins dans le coup que tu ne le penses, a dit Marcus, avec une fausse sympathie. Enfin, les informaticiens ne sont généralement pas impliqués dans les grandes discussions stratégiques, non. Vous êtes plutôt des techniciens de support. Techniciens de support? Les mots flottaient dans l'air comme une mauvaise odeur. Tom s'est raclé la gorge, l'air mal à l'aise. David travaille chez Midwest Mutual depuis 9 ans, a dit Jessica, mais elle n'avait pas l'air sûre d'elle. Ils apprécient son expérience. L'expérience dans quoi, cependant, a insisté Marcus. Réparer les ordinateurs? Réinitialiser les mots de passe. C'est si difficile de remplacer quelqu'un qui fait ça? J'ai senti mon visage chauffer. Je gère l'ensemble du réseau pour une entreprise de 400 employés. Je m'occupe de la sécurité des bases de données, de l'intégration des systèmes, de la reprise après sinistre. Ce n'est pas juste du support technique. D'accord, mais quelqu'un d'autre pourrait le faire, a demandé Marcus, avec ce sourire exaspérant. Je veux dire, il y a probablement des milliers d'informaticiens dans cette ville qui pourraient faire ce boulot. Tu n'es pas vraiment irremplaçable. Amanda a fini par prendre la parole. Marcus, c'est un peu dur. Je suis juste réaliste, a dit Marcus en haussant les épaules. David se la coule douce dans un emploi confortable depuis des années, mais le monde change. La technologie évolue plus vite que jamais. Les entreprises veulent des jeunes talents ambitieux qui connaissent les dernières tendances, pas des gars qui ont appris leurs compétences il y a 15 ans et ne se sont jamais adaptés. J'avais envie de lui casser la figure. À la place, j'ai pris une grande inspiration et essayé de garder mon calme. Je me tiens au courant de toutes les avancées technologiques majeures dans mon domaine. J'ai des certifications en cloud computing, cybersécurité et analyse de données. Je ne suis pas un dinosaure qui fait tourner Windows 98 sur de vieux serveurs. Des certifications, répéta Marcus, comme si c'était une blague. N'importe qui peut suivre un cours le week-end et obtenir un certificat. Ce qui compte, c'est l'innovation, la vision, la capacité de penser de manière stratégique la technologie. Et sans vouloir t'offenser, tu ne m'as jamais semblé être un visionnaire. Le silence était assourdissant. J'ai regardé autour de la table mes amis, des gens qui me connaissaient depuis des années, qui m'avaient vu réparer leurs ordinateurs 1 million de fois, qui avaient bénéficié de mon expertise. Mais maintenant, ils me regardaient tous avec quelque chose qui ressemblait peut-être à de la pitié. Vous savez quoi? Je me suis levé. Je crois qu'on devrait arrêter là pour ce soir. David, commença Jessica, mais j'étais déjà en train de me diriger vers la porte. Je vous attends dans la voiture, dis-je, sans même me retourner. Le trajet de retour se fit en silence, à l'exception des doigts de Jessica qui tapotaient sur son téléphone. Quand nous sommes arrivés à la maison, elle a enfin parlé. Tu m'as mis la honte ce soir. Je l'ai juste fixé. C'est moi qui t'ai mis la honte? Ton beau-frère vient de passer 20 minutes à raconter à nos amis que je suis un loser qui va se faire virer, et c'est moi qui t'ai mis la honte? Il essayait de nous aider, dit Jessica. Il essayait de te faire comprendre qu'il faut peut-être qu'on réfléchisse différemment à notre avenir. Qu'on prenne peut-être des risques tant qu'on le peut encore. Il m'humiliait devant nos amis, dis-je. Les yeux de Jessica ont brillé. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Mentir? Faire comme si tout était parfait alors qu'on sait tous les deux que tu es bloqué au même poste depuis des années? Marcus a réussi, David. Il a construit quelque chose de concret. Au lieu de le jalouser, tu devrais peut-être écouter ce qu'il essaie de te dire. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à fixer le plafond, à repasser chaque mot dans ma tête. Est-ce que Marcus avait raison? Étais-je juste un rouage remplaçable? Est-ce que je m'étais menti sur ma valeur? Au matin, j'avais pris une décision. J'allais prouver à Marcus qu'il avait tort. J'allais montrer à tout le monde, y compris à ma femme, que j'étais plus qu'un simple technicien. J'étais loin de me douter à quel point ça allait se retourner contre moi. Les semaines suivantes ont été un cauchemar de paranoïa et de doute. Chaque réunion à laquelle je n'étais pas invité ressemblait à une preuve de la fusion dont Marcus avait parlé. Chaque conversation entre mes supérieurs semblait pleine de sens caché. J'ai commencé à rester tard, à accepter des projets supplémentaires, à me porter volontaire pour des tâches qui auraient dû revenir à des employés plus gradés. Pendant ce temps, la campagne de Marcus contre moi empirait. Il a commencé à se pointer plus souvent chez nous, toujours avec de nouvelles informations sur les problèmes de mon entreprise, toujours avec Jessica qui l'écoutait et approuvait.
Il apportait des impressions de rapports financiers, des données sur le secteur, des informations sur les concurrents, les étalant sur notre table comme un général qui planifie une guerre. Regarde ça, disait-il, en pointant des graphiques qui ressemblaient à du grec pour moi. Le chiffre d'affaires de Midwest Mutual a baissé de 18% d'une année sur l'autre. Leur taux de fidélisation de la clientèle est le plus mauvais. David, tu travailles pour un bateau qui coule. Jessica hochait la tête, posant des questions pertinentes sur le marché, alors que je me sentais idiot et exclu des discussions sur mon propre travail. Marcus faisait tout sonner urgent, comme si on allait être ruiné d'une minute à l'autre si on ne faisait pas ce qu'il disait. Le pire, c'est qu'il n'avait pas complètement tort. J'ai fait quelques recherches et j'ai découvert que Midwest Mutual était vraiment en difficulté. Pas de nouvelles de fusion, mais il réduisait les coûts partout. 2 personnes de la comptabilité avaient été licenciées le mois dernier, et on parlait de fermer certains bureaux. Mais l'idée de Marcus, risquer notre maison dans son truc immobilier, me semblait toujours folle, même si mon emploi était menacé. Tout miser n'était pas la solution. Nos amis ont commencé à s'éloigner. De petites choses, au début. Des invitations qui arrivaient tard, des conversations qui s'arrêtaient quand j'entrais, juste une ambiance bizarre qui n'était pas là avant. Tom et Sarah ont annulé notre dîner, disant qu'ils avaient des problèmes de famille. Jake et Amanda étaient assez gentils quand je les voyais seuls, mais ils ont arrêté de faire des projets. J'ai finalement demandé à Tom ce qu'il en était quand je l'ai croisé au magasin samedi. « Salut, l'étranger, dis-je, essayant d'avoir l'air normal. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Tout va bien ?» Tom avait l'air mal à l'aise, se tortillant tout en tenant un panier rempli de produits bio. « Ouais, tout va bien. Juste beaucoup de boulot, tu vois. Je connais ça, dis-je. Peut-être qu'on peut aller boire une bière cette semaine. J'aurais bien besoin d'une pause pour décompresser de la maison. En fait, David, je devrais probablement te dire quelque chose. » Tom regarda autour de lui comme s'il craignait que quelqu'un ne l'entende. « Sarah et moi, on en a parlé, et on pense que vous et Jessica avez peut-être besoin d'un peu d'espace pour régler vos problèmes. La tension est assez palpable, et on ne veut pas se retrouver pris entre deux feux. J'ai eu l'impression qu'il venait de me frapper. Quel problème ? On a quelques désaccords financiers, mais c'est normal. Ça n'affecte pas nos amitiés. Tom soupira. Ce n'est pas juste une question d'argent, mec. Jessica n'arrête pas de raconter à Sarah à quel point elle est malheureuse, comment tu la freines, comment tu refuses de saisir les opportunités, comment tu t'obstines à ne pas écouter les conseils de Marcus. Et honnêtement, après ce dîner, Marcus a soulevé des points intéressants sur ton boulot. Peut-être que tu devrais écouter ce qu'il essaie de te dire. Marcus a soulevé des points intéressants. Je n'ai pas pu cacher ma surprise. Tom. Le type m'a insulté pendant 20 minutes. Il m'a traité d'incompétent et de remplaçable. En quoi c'est soulever des points intéressants ? Il était honnête, dit Tom. Parfois, les gens ont besoin d'entendre des vérités difficiles. L'économie change, David. La sécurité de l'emploi, ce n'est plus ce que c'était. Il est peut-être temps de voir les choses en grand. De prendre des risques. D'investir dans ton avenir. Avec l'argent de qui, demandai-je. Tom. Il veut qu'on hypothèque la maison pour acheter un terrain en centre-ville. Ce n'est pas voir les choses en grand. C'est jouer avec la sécurité de nos enfants. Tom haussa les épaules. Marcus a plutôt bien réussi, lui. Peut-être qu'il sait des choses que tu ignores. Cette conversation m'a trotté dans la tête pendant des jours. Si Tom, mon pote depuis 8 ans, le mec qui m'a toujours couvert, prenait le parti de Marcus, combien de temps avant que tout le monde fasse pareil ? Apparemment, pas longtemps. Mardi soir, j'ai qu'à appeler pendant que j'aidais Tyler avec ses maths. Emma était en haut, en visioconférence avec ses copines, et Jessica était à une réunion tardive qui ne finirait pas avant 10 heures passées. « Salut David, t'as une minute ?» Jake avait l'air sérieux, pas de blague. « Ouais, qu'est-ce qu'il y a ?» Je suis allé dans la cuisine pour parler. Amanda et moi, on fait un barbecue ce samedi. Tom et Sarah viennent, plus des gens du quartier. On voulait vous inviter, Jessica et toi, mais... Il s'est interrompu, et mon estomac s'est noué. Mais quoi ? Écoute, c'est super gênant, mais Marcus sera là aussi. Lui et Claire sont potes avec les Henderson de la rue Maple, et ils viennent tous ensemble.
Amanda s'est dit que ça pourrait être bizarre de vous avoir tous les deux, tu vois, avec les tensions et tout. Donc vous me désinvitez? J'ai essayé de garder une voix calme. On ne te désinvite pas, dit Jake rapidement. Peut-être que ce serait mieux que tu zappes celle-là, juste le temps que les choses se calment entre toi et Marcus. Les choses entre moi et Marcus, répétai-je. Jake, ce n'est pas moi qui ai commencé. Le type se pointe chez moi sans invitation, m'insulte devant mes amis et essaie de pousser ma femme à faire de mauvais investissements? En quoi c'est de ma faute? Ce n'est pas une question de faute, dit Jake, avec un ton agacé. C'est une question de préserver la paix. Marcus, c'est la famille de Jessica, et Jessica, c'est ta femme. Il faut peut-être que tu trouves un moyen de t'entendre avec lui. M'entendre avec lui? Ma voix montait, et j'ai dû me rappeler que Tyler était dans la pièce à côté. Jake, est-ce que tu t'entendrais avec quelqu'un qui dirait à tes amis que tu es nul dans ton boulot et que ta femme mérite mieux? Si cette personne était de la famille, j'essaierais de trouver un terrain d'entente, dit Jake. Écoute, David, je ne prends pas parti, mais de mon point de vue, on dirait que tu laisses ton orgueil t'empêcher de faire ce qui est le mieux pour ta famille. Après que Jake ait raccroché, je suis resté assis là à fixer mon téléphone, essayant de comprendre. Mes amis, des gens que je connaissais depuis des années, des gens que j'avais aidés à déménager, à réparer leurs ordinateurs et avec qui j'avais fêté leur promotion, avaient choisi Marcus plutôt que moi. Ils estimaient qu'il était plus important de faire plaisir au beau-frère de Jessica que d'être loyal envers quelqu'un qu'ils connaissaient depuis bien plus longtemps. Quand Jessica est rentrée ce soir-là, je lui ai parlé de l'appel. « Tu n'es pas invité au barbecue de Jake et Amanda, dis-je, en balançant ça comme ça. » Jessica arrêta d'enlever ses talons. « Qu'est-ce que tu veux dire? » Je veux dire que Jake a appelé et a dit que ce serait gênant de nous avoir, Marcus et moi, alors il me demande de rester à la maison. La réaction de Jessica n'a pas été celle que j'attendais. Au lieu d'être en colère pour moi, elle avait l'air presque soulagée. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux, dit-elle. Toi et Marcus, vous ne pouvez clairement pas être dans la même pièce sans vous disputer. Au moins comme ça, je peux y aller et passer un bon moment sans avoir à m'inquiéter que vous fassiez un esclandre. Je l'ai juste fixé. Tu y vas sans moi. Pourquoi je n'irai pas? Claire sera là, et je ne l'ai pas vue depuis des semaines. Ce n'est pas parce que tu ne t'entends pas avec Marcus que je devrais rater un moment avec ma sœur. Jessica, ils ont désinvité ton mari. Ils ont choisi ton beau-frère plutôt que moi. Comment tu peux accepter ça? Elle soupira, comme si j'étais pénible. David, tu en fais toute une montagne pour rien. C'est juste un barbecue. Si tu passais moins de temps à être sur la défensive et plus de temps à écouter les conseils de Marcus, on n'en serait pas là. Cette nuit-là, allongé dans le lit pendant que Jessica dormait paisiblement à côté de moi, j'ai compris que j'avais déjà perdu. Ma femme choisissait son beau-frère plutôt que moi. Mes amis choisissaient la tranquillité plutôt que la loyauté. J'étais systématiquement isolé et miné, et j'avais l'impression de n'y pouvoir rien. Mais je me trompais sur ce dernier point. Il y avait bien quelque chose que je pouvais faire. Je n'avais juste pas encore trouvé quoi. Samedi était gris et pluvieux, en parfait accord avec mon humeur. Jessica a passé la matinée à se préparer pour le barbecue auquel je n'étais pas invité, à essayer des tenues et à demander des conseils de mode à Emma. Elle semblait sincèrement excitée par cette fête, parlant de qui serait là et de ce qu'elle devrait apporter. « Tu es sûr que tu vas bien te débrouiller avec Tyler ?» a-t-elle demandé, en se mettant du rouge à lèvres devant le miroir du couloir. « On survivra » ai-je répondu, sans lever les yeux de mon ordinateur portable où je faisais semblant de travailler. « Tu pourrais peut-être profiter de ce temps pour réfléchir à ce que Marcus a dit » a suggéré Jessica. À propos de l'investissement. Claire m'a dit hier qu'ils étaient presque prêts à conclure l'affaire pour la propriété, et qu'il y avait peut-être encore de la place pour un investisseur. Je l'ai finalement regardée. Elle portait une nouvelle robe que je n'avais jamais vue auparavant, quelque chose d'apparemment cher dans un bleu profond qui faisait ressortir ses yeux. Ses cheveux étaient parfaits, son maquillage impeccable. Elle était magnifique. Et elle se pomponnait pour aller à une fête où ses amis parleraient de quel loser son mari était. Je ne vais pas investir notre maison dans le plan de Marcus, ai-je dit doucement. Le visage de Jessica s'est durci. Ce n'est pas un plan, David. C'est une opportunité commerciale légitime. Mais tu es trop têtu et trop heureux pour le voir. Après son départ, Tyler et moi avons commandé une pizza et nous sommes installés pour un marathon de jeux vidéo.
Il essayait de m'apprendre à jouer à Fortnite, sans grand succès, mais j'appréciais qu'il soit patient avec les réflexes lents de son vieux. Pendant quelques heures, j'ai réussi à oublier Marcus et Jessica et le barbecue, où tous mes anciens amis étaient probablement en train de raconter à quel point j'étais nul. Vers 7 heures, mon téléphone s'est emballé avec des textos. D'abord, Tom, mec, bouge-toi le cul, viens tout de suite. Puis David, s'il te plaît, viens chez Jake. Il y a un problème avec Jessica. Enfin, Jake lui-même. Urgence. Viens immédiatement. Ramène tes clés de voiture. Mon sang s'est glacé. J'ai appelé Jake immédiatement. Qu'est-ce qui ne va pas? Jessica est blessée? Viens ici, c'est tout, a-t-il répondu, la voix tendue. Et David, prépare-toi. C'est grave. J'ai demandé à Madame Patterson, la voisine, de garder Tyler et j'ai conduit jusqu'à chez Jake, le cœur battant la chamade. Le barbecue battait clairement son plein. Les voitures étaient garées le long de la rue, la musique et les rires résonnaient dans le jardin. Mais la scène devant le portail arrière? Tout sauf festive. Jessica était assise sur une chaise de jardin, le bras d'Amanda autour d'elle, pleurant tellement que son maquillage coulait sur son visage. Claire était agenouillée à côté d'elle, lui tenant la main, parlant vite et à voix basse. Marcus? Introuvable. Tom m'a repéré et s'est approché en trottant, le visage sombre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ai-je exigé. Marcus a trop bu, a dit Tom doucement. Il a commencé à parler de toi, de votre mariage, de comment Jessica méritait mieux. Ça a dégénéré. Rapidement. Où est-il? Tom a fait un signe de tête vers la maison. Jake et Steve Henderson le retiennent à l'intérieur jusqu'à ce que tu arrives. David, a continué Tom. Il a dit des choses. Des choses que Jessica ne savait pas qu'il disait. Sur toi, ton boulot, votre mariage. Elle est sacrément secouée. J'ai regardé ma femme, toujours en sanglots, et j'ai ressenti à la fois du soulagement et de la rage. Du soulagement qu'elle voit enfin Marcus pour ce qu'il était, et de la rage qu'il ait fallu une humiliation publique pour qu'elle ouvre les yeux. Je veux lui parler, ai-je dit. Tom m'a saisi le bras. C'est probablement pas une bonne idée, là tout de suite. Il est bourré et en colère. Et toi, eh bien, toi aussi, t'es plutôt en colère. Il est en train de foutre en l'air mon mariage et mes amitiés depuis des semaines. Il a humilié ma femme devant tout le monde. Ce soir, je vais lui parler. Vous pouvez m'aider à le faire calmement, ou vous écarter de mon chemin pendant que je le fais à ma façon. Tom a étudié mon visage, puis a acquiescé. D'accord. Mais Jake et moi, on reste avec toi. Faut pas que ça dégénère en bagarre. Nous avons trouvé Marcus dans le salon de Jake, affalé sur le canapé, une bière à la main, l'air méchant. Steve Henderson était assis en face de lui, l'air super mal à l'aise. Jake arpentait la pièce près de la fenêtre. Tiens, a dit Marcus quand il m'a vu. L'homme de la soirée, venu récupérer sa femme. Je suis venu entendre ce que tu as à me dire en face, ai-je dit, en restant près de la porte. Apparemment, tu as été plutôt bavard ce soir. Marcus a ri, un son désagréable. Oh, je suis bavard depuis des semaines, David. La question est, est-ce que t'as écouté? J'ai écouté, ai-je dit. Je t'ai entendu dire que j'étais incompétent. Je t'ai entendu dire à mes amis que je freinais Jessica. Je t'ai entendu faire pression sur ma femme pour qu'elle risque notre maison dans tes combines. Ce que je n'ai pas entendu, c'est pourquoi tu penses que tout ça te regarde. Ça me regarde parce que Jessica est ma belle-sœur, a dit Marcus, en se penchant en avant. Ça me regarde parce qu'elle se plaint à Claire de son malheur, de son sentiment d'être piégée, d'avoir épousé un type sans ambition, sans vision. Ces mots m'ont frappé de plein fouet, mais j'ai gardé une voix stable. Est-ce que Jessica t'a dit de dire ça, ou tu parles pour elle? Je dis la vérité, a déclaré Marcus. Jessica mérite mieux qu'un informaticien de seconde zone qui a peur de son ombre. Elle mérite quelqu'un qui peut lui offrir la vie qu'elle désire, pas quelqu'un qui la retient avec sa médiocrité. Et tu crois savoir quel genre de vie elle désire? Le sourire de Marcus était laid. Je sais qu'elle veut plus que ce que tu peux lui offrir. Je sais qu'elle en a marre de faire semblant d'être heureuse avec ta petite vie de banlieue ennuyeuse. Je sais qu'elle s'est demandé à quoi ressemblerait sa vie si elle avait fait des choix différents. L'implication planait dans l'air. Tom et Jake fixaient Marcus,
choqué et dégoûté. Tu es en train de dire ce que je crois que tu dis, ai-je demandé, la voix dangereusement calme. Je dis que ta femme est intelligente, belle et qu'elle s'est contentée de moins que ce qu'elle méritait, a répondu Marcus. Et si jamais elle décide qu'elle veut plus, elle sait où le trouver. La pièce a explosé. Jake s'est mis à hurler à Marcus de foutre le camp. Tom hurlait qu'il dépassait les bornes. Steve Henderson a reculé vers la porte, ne pensant qu'à s'enfuir. Mais moi, je suis resté là, à fixer Marcus, en comprenant enfin toute l'histoire. Il ne s'agissait pas seulement d'investissement ou de sécurité d'emploi. Il s'agissait de Marcus qui voulait ma femme. Dégage, ai-je dit, coupant court au brouhaha. Tout le monde s'est arrêté et m'a regardé. Dégage de cette maison, ai-je répété, la voix forte. Monte dans ta bagnole, rentre chez toi et tiens-toi loin de ma famille. Marcus s'est levé, titubant. Ou quoi? Tu vas déposer une plainte au RH? Me bloquer sur Facebook? Reconnais-le, David, tu n'as pas les couilles de faire quoi que ce soit contre ça. C'est là que j'ai souri. Pas un joli sourire. Marcus a reculé. Tu as raison, ai-je dit. Je n'ai pas les couilles de me battre avec le beau-frère bourré de ma femme à un barbecue. Mais je suis assez intelligent pour savoir exactement comment te détruire, Marcus. Et je vais apprécier chaque minute. Le trajet de retour s'est fait dans le silence, à l'exception des reniflements de Jessica. Elle regardait par la fenêtre, sa robe de soirée toute froissée, son maquillage étalé. Je l'avais aidé à monter dans la voiture pendant que nos amis regardaient, tout à coup super solidaire maintenant que le drame était terminé. Tyler était affalé sur le canapé quand nous sommes rentrés, la télé hurlant un film d'action. Je l'ai porté à l'étage pendant que Jessica disparaissait dans la salle de bain. Quand je suis redescendu, la douche coulait. Je me suis assis dans mon bureau, fixant l'ordinateur, et j'ai commencé à élaborer un plan pour ruiner Marcus Thompson. Première chose, des recherches. Si tu veux détruire quelqu'un de nos jours, il te faut des infos. Et j'avais bien plus d'accès que Marcus ne le soupçonnait probablement. Je suis peut-être juste un technicien support, mais être un informaticien, ça veut dire que je peux trouver des aiguilles numériques dans des bottes de foin. J'ai commencé par les registres publics. Marcus Thompson, 42 ans, marié à Claire Martinez Thompson depuis 8 ans, pas d'enfant. Propriétaire d'une maison à Riverside Estate valant environ 750 000 $, avec une hypothèque de 520 000 $. Conduisait une BMW X5 de 2021, en leasing, pas achetée. Sa licence d'agent immobilier était à jour, mais ses ventes des 2 dernières années étaient bien inférieures à ce qu'il claironnait. Ensuite, j'ai creusé plus profond. L'entreprise de Marcus, Thompson Property, LLC, avait connu 3 échecs de transactions immobilières au cours des 5 dernières années. L'histoire du centre commercial n'était que le début. Il avait également participé à un projet de lotissement qui avait fait faillite lorsque le constructeur n'avait pas pu obtenir de financement, et à un projet commercial qui s'était terminé par un procès lorsqu'ils avaient trouvé de l'amiante que Marcus n'avait dit à personne. Mais la vraie mine d'or, c'était ses réseaux sociaux. Marcus était de ces types qui postent tout en ligne, des photos de dîners chics, de vacances, de réunions, des légendes vantant son succès. Il ne se rendait pas compte que ces publications dressaient une chronologie de sa vie et de ses dépenses. La comparaison de ses réseaux sociaux avec les registres publics révélait une histoire totalement différente de celle qu'il racontait à tout le monde. Les dîners chics avaient surtout lieu dans des chaînes de restaurants qu'il embellissait avec des filtres. Les vacances étaient des week-ends dans des hôtels bon marché qu'il photographiait sous le bon angle. Les réunions de travail avaient lieu dans des cafés, pas dans des endroits chics où se concluent de vraies affaires. Marcus Thompson n'avait pas de succès. Il était fauché, vivait à crédit, essayant de paraître riche tout en cherchant désespérément des investisseurs pour des projets risqués. L'immeuble commercial dans lequel il voulait que nous investissions? Je l'ai trouvé en ligne. Un vieil immeuble de bureau dans un quartier malfamé du centre-ville, vide à 60%, avec des violations du code du bâtiment. Les informations privilégiées sur la ville étaient de notoriété publique. Le projet de train léger sur rail était bloqué en phase de planification depuis 3 ans, sans date en vue. Mais le fait que Marcus soit fauché, bien que bon à savoir, ne suffisait pas à le détruire. Il me fallait quelque chose de personnel. Je l'ai trouvé dans son mariage. Claire Thompson, la sœur de ma femme, mariée à Marcus depuis 8 ans, avait ses propres réseaux sociaux, et il racontait une autre histoire. Pendant que Marcus publiait des photos de dîner et d'affaires,
Claire postait des photos de soirées entre filles, de voyages pour voir sa famille et des réflexions sur la quête de soi. La chronologie était claire. Les publications de Claire sur le mariage avaient disparu, remplacées par des citations sur le fait d'être indépendante. Elle avait repris ses études, travaillant à obtenir un diplôme d'infirmière. Ses photos récentes la montraient plus heureuse, mais Marcus y apparaissait moins souvent. Le plus intéressant, c'est qu'elle avait commencé à aimer les publications d'un type nommé Robert Chen, un père divorcé qui travaillait comme kinésithérapeute et aimait la randonnée. Leur truc en ligne donnait l'impression de deux personnes qui s'appréciaient mais essayaient de faire comme si de rien n'était. Le mariage de Marcus partait en vrille et soit il ne le voyait pas, soit il ne voulait pas l'admettre. Quoi qu'il en soit, ça me donnait une base de travail. Mais il fallait que j'utilise ces infos sans avoir l'air d'un harceleur. Le plan qui m'est venu était simple, légal, et parfait. J'allais donner à Marcus ce qu'il voulait. Une chance de prouver qu'il était meilleur que moi. Le lendemain matin, Jessica et moi avons une autre première vraie conversation depuis des mois. Elle s'est excusée de ne pas avoir vu ce que Marcus manigançait, de l'avoir laissé la monter contre moi, d'avoir cru à ses mensonges sur mon boulot. Elle était gênée et furieuse, contre Marcus et contre elle-même d'avoir été aussi crédule. J'aurais dû m'en douter, a-t-elle dit en buvant son café pendant que les enfants se préparaient. Claire laissait entendre que ça allait mal depuis des mois, mais j'étais tellement prise dans le baratin de Marcus que je n'ai rien vu. Quel genre d'allusion, ai-je demandé. Juste des trucs du genre Marcus est toujours à la poursuite d'une nouvelle affaire qui ne se concrétise jamais. Qu'il claque de l'argent qu'ils n'ont pas dans des trucs de business qui n'ont aucun sens. Qu'il est devenu super secret sur leurs finances et qu'il se met sur la défensive quand elle pose des questions. Ça me rappelle quelqu'un, ai-je dit, avec un ton bien sec. Jessica a grimacé. Je suis désolé, David. J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû te faire confiance au lieu de laisser Marcus me faire douter de toi. C'est bon, ai-je dit, et je le pensais. Mais j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. N'importe quoi. J'ai besoin que tu appelles Marcus et que tu lui dises que tu m'as convaincu d'investir dans son projet immobilier commercial. Jessica m'a regardé fixement. Quoi? Pourquoi tu voudrais faire ça? Je n'ai pas envie de le faire, ai-je dit. Je veux qu'il croie que je vais le faire. Il y a une différence. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai exposé mon plan à Jessica. C'était risqué, et elle allait devoir sacrément bien mentir à sa sœur et à son beau-frère. Mais quand j'ai fini de lui raconter ce que j'avais découvert sur la situation financière réelle de Marcus, elle était totalement partante. Il se sert de nous, a-t-elle dit, et j'ai vu la colère briller dans ses yeux. Il essayait de jouer sur notre mariage pour avoir accès à notre argent. Parce qu'il est aux abois. Exactement. Et maintenant, on va le laisser croire que ça a marché. Jessica a passé l'appel cet après-midi-là, livrant une performance digne d'un Oscar dans le rôle de l'épouse qui avait finalement convaincu son mari têtu de voir la raison. Elle a dit à Marcus que j'avais accepté de le rencontrer pour discuter de l'investissement, mais seulement s'il pouvait me fournir des projections financières détaillées et des documents sur la propriété. Marcus était tellement excité qu'il avait du mal à se contenir. Il a accepté de me rencontrer le samedi matin suivant dans un café du centre-ville, promettant d'apporter tout ce dont j'avais besoin pour voir à quel point c'était une bonne affaire. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déjà préparé mes propres documents. Des relevés financiers, des captures d'écran de réseaux sociaux, des historiques de propriété, et des informations de certificats de mariage qui dressaient un portrait totalement différent de Marcus Thompson que celui qu'il avait vendu. Je n'allais pas à cette réunion pour discuter d'un investissement dans son arnaque. J'allais le démolir. Le samedi matin est arrivé, vif et clair. Le genre de journée d'automne qui vous fait croire que tout est possible. Je me suis habillé avec soin. Un pantalon chino, une chemise boutonnée et un blazer qui, selon Jessica, me donnait l'air sérieux mais accessible. Je voulais ressembler à un type prêt à prendre une grande décision financière, pas à quelqu'un qui allait faire exploser toute la vie de Marcus Thompson. Le café que Marcus avait choisi était l'un de ces endroits branchés du quartier des Arts, murs de briques apparentes, bois de récupération, ou un latte coûte plus cher que ce que la plupart des gens dépensent pour déjeuner. Exactement le genre d'endroit que Marcus choisirait pour impressionner quelqu'un, assez cher pour paraître prospère, assez décontracté pour paraître accessible. Il était déjà là quand je suis arrivé, assis à une table d'angle avec son ordinateur portable ouvert et une pile de dossiers en carton disposés devant lui comme des plans de bataille. Il s'était habillé pour le succès, lui aussi. Costume coûteux, montre en or,
serviette en cuir qui coûtait probablement plus cher que ma mensualité de voiture. Il avait l'air d'un type sur le point de conclure l'affaire de sa vie. David. Il s'est levé et m'a tendu la main, souriant comme s'il était sincèrement heureux de me voir. Je suis tellement content que Jessica t'ait convaincu de jeter un vrai coup d'œil à ça. Tu vas adorer ce que j'ai préparé. J'ai serré sa main et me suis assis en face de lui, remarquant comment il s'était positionné dos au mur afin de pouvoir voir tout le café. Un classique des commerciaux. Contrôler l'environnement. Projeter de la confiance. Ne jamais laisser la victime croire qu'elle a le dessus. J'apprécie que vous ayez pris le temps de monter ça, dis-je en sortant mon propre dossier, mais avant de commencer, j'ai quelques questions. Bien sûr, répondit Marcus, son sourire ne trahissant rien. Je veux que vous soyez parfaitement à l'aise avec cet investissement. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Eh bien, d'abord, j'aimerais en savoir plus sur vos antécédents en matière d'investissement. Jessica a mentionné que vous avez été impliqué dans plusieurs opérations immobilières ces dernières années. Le sourire de Marcus vacilla un instant, mais il se reprit vite. Absolument. J'ai participé à de nombreux projets, et même si chaque opération ne se déroule pas exactement comme prévu, c'est la nature même de l'investissement immobilier. L'essentiel, c'est la diversification et savoir quand couper les ponts. Exact, dis-je en ouvrant mon dossier et en sortant le premier document. Alors, quand vous avez coupé les ponts avec le projet de centre commercial Riverside, combien avez-vous perdu? Marcus se décomposa. Comment, je veux dire, ce projet a rencontré des défis uniques qui étaient imprévisibles au départ. Des défis uniques comme le fait que vous n'avez pas correctement étudié les restrictions de zonage avant d'investir, demandai-je en consultant mes notes. Ou des défis uniques comme le fait que le locataire principal que vous aviez promis aux investisseurs n'a jamais réellement confirmé sa location? Marcus ne souriait plus. David, je ne sais pas ce que tu crois avoir trouvé, mais tous les investisseurs immobiliers ont des opérations qui échouent. C'est pour ça que cette opportunité est si différente. J'ai tiré les leçons de ces expériences. Vraiment? Je sortis un autre document, parce que le lotissement résidentiel Creekside, qui a fait faillite l'année dernière, semble impliquer le même genre de fausses déclarations aux investisseurs. Vous avez dit aux gens que le constructeur avait obtenu un financement alors que ce n'était pas le cas, n'est-ce pas? Ce n'est pas, le financement a échoué à la dernière minute en raison des conditions du marché qui étaient hors de contrôle. Les conditions du marché ou le fait que le constructeur a découvert que vous aviez gonflé les chiffres de vente prévus pour rendre le projet plus attrayant qu'il ne l'était? Marcus commençait à transpirer, malgré la climatisation du café. David, je ne sais pas ce que tu essaies de faire, mais si tu n'étais pas intéressé par l'investissement, tu aurais pu simplement le dire au téléphone. Oh, mais je suis intéressé, dis-je, esquissant enfin un sourire. Je suis très intéressé par l'idée de savoir à qui j'ai affaire. Jean, comment un type qui a perdu de l'argent dans une série de mauvais investissements peut-il s'offrir un BMW X5 et une maison à Riverside Estate? Mes finances ne vous regardent pas, dit Marcus, mais sa voix n'était plus aussi assurée. En fait, elle me regarde si vous me demandez d'investir l'argent de ma famille, rétorquai-je. C'est pourquoi j'ai fait quelques recherches. Vous voulez savoir ce que j'ai trouvé? Sans attendre sa réponse, je pris un tableur imprimé et le fis glisser sur la table. Votre maison est hypothéquée à 70% de sa valeur. Votre voiture est en leasing, pas en propriété. Et d'après vos déclarations d'impôts accessibles au public pour les propriétaires de SARL, Thomson Property a perdu de l'argent pendant 3 des 4 dernières années. Vous n'êtes pas un homme à succès, Marcus. Vous êtes fauché. Marcus fixa le tableur comme si c'était un serpent sur le point de le mordre. Vous n'avez pas le droit d'enquêter sur mes affaires privées. Tout ce qui figure sur cette feuille est accessible au public, dis-je. Les mêmes documents publics qui montrent que le bien commercial dans lequel vous voulez que nous investissions est sur le marché depuis 18 mois, a un taux de vacance de 60%, et nécessite environ 200 000 $ de réparation juste pour être aux normes. Le projet de développement va tout changer, dit Marcus, sur un ton désespéré. Le prolongement du tramway va transformer le quartier. Le prolongement du tramway qui est bloqué dans les commissions de planification depuis 3 ans, sans calendrier ni financement garanti, demandai-je. Ce prolongement du tramway. Les mains de Marcus tremblaient. Il attrapa son café, manquant de le renverser. Qu'est-ce que vous voulez? Demanda-t-il à voix basse. Je veux que vous arrêtiez de mentir à ma femme, dis-je. Arrêtez d'essayer d'utiliser notre mariage à votre avantage. Et restez loin de ma famille.
Et si je ne le fais pas? Je sortis le dernier document de mon dossier. Un imprimé de l'activité de Claire sur les réseaux sociaux avec Robert Chen, horodatage à l'appui, avec des commentaires de plus en plus aguicheurs. Alors je montre ça à Claire, dis-je, simplement. Marcus devint blanc comme un linge. Vous me faites chanter. Je vous donne des informations, rectifiez-je. Ce que vous en faites, c'est votre affaire. Mais soyons clairs, Marcus. Je sais exactement qui vous êtes maintenant. Vous êtes un homme d'affaires raté, qui vit au-dessus de ses moyens depuis des années, désespéré de trouver des investisseurs pour vous renflouer. Vous avez vu mon mariage stable et l'argent de ma famille comme une occasion de nous exploiter. Je me penchai en avant, le fixant droit dans les yeux. Mais voici ce que vous n'aviez pas prévu. Je suis peut-être juste un informaticien, mais je suis sacrément doué pour trouver des informations. Et je suis encore meilleur pour les utiliser. Alors écoute bien, si jamais je pèse mes mots tu essaies encore une fois de foutre en l'air mon mariage, je te détruirai tellement complètement que tu passeras le reste de ta vie à expliquer pourquoi plus personne dans cette ville ne voudra faire affaire avec toi. Marcus respirait fort, comme s'il venait de courir un marathon. Claire ne sait rien pour Robert. Pas encore, ai-je concédé. Mais elle finira par le savoir. La question est de savoir si elle l'apprend par toi, assumant la responsabilité de ton mariage en ruine et de tes mensonges financiers, ou si elle l'apprend par moi, avec des preuves de chaque mensonge et arnaque que tu as monté. Je me suis levé, j'ai refermé mon dossier. Tu as jusqu'à demain soir pour te décider. Reste loin de ma famille. Je suis sorti du café, laissant Marcus assis là, fixant les décombres de sa vie étalés devant lui. L'appel est arrivé dimanche soir pendant qu'on dînait. Le téléphone de Jessica a sonné, et quand elle a vu le nom de Claire, elle a haussé les sourcils vers moi. Je réponds, a-t-elle demandé. Autant que j'ai dit. On saura comment Marcus a géré les choses. Jessica a répondu à l'appel et a immédiatement éloigné le téléphone de son oreille. La voix de Claire était forte, pleine d'émotion. Même à travers la table, j'entendais des mots comme menteur et divorce. Claire, calme-toi, a dit Jessica. Qu'est-ce qui s'est passé? La conversation était surtout à sens unique de notre côté, mais l'histoire de Claire est arrivée forte et claire. Marcus avait tout avoué, les investissements ratés, les dettes, les mensonges sur sa réussite, et comment il avait essayé de nous manipuler, Jessica et moi, pour le renflouer. Il avait aussi admis que leur mariage battait de l'aile depuis des mois et qu'il était trop concentré sur ses affaires pour remarquer que Claire s'éloignait. Ce qu'il ne lui avait pas dit, c'était pour Robert Chen. Ça, c'est venu plus tard, quand Claire a fouillé dans le téléphone de Marcus et a trouvé des textos montrant qu'il l'espionnait en ligne. Cette violation de sa vie privée a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle demande le divorce, m'a dit Jessica après avoir raccroché. Elle va habiter chez ses parents le temps de trouver un logement, et elle veut savoir si on peut l'aider à protéger ses biens. Bien sûr qu'on peut l'aider, j'ai dit. Tu crois qu'elle sait que c'est moi qui ai donné l'info à Marcus? Jessica a secoué la tête. Elle croit que Marcus a engagé un détective privé pour l'espionner. Apparemment, il lui a dit qu'il se méfiait de ses retours tardifs et qu'il voulait des preuves avant de la confronter. J'ai presque eu pitié de Marcus. Presque. Il était tellement désespéré d'éviter d'assumer la responsabilité de ses conneries qu'il a gâché sa dernière chance de sauver son mariage en mentant sur la façon dont il avait découvert l'aventure de Claire. Les semaines suivantes? Un flou total de rendez-vous chez les avocats, de déménagements et de drames familiaux. Claire s'est installée chez les parents de Jessica pendant qu'elle cherchait un appartement et parlait à des avocats spécialisés en divorce. Marcus a déserté leur maison et a pris un minuscule studio à l'autre bout de la ville. J'imagine qu'il ne pouvait pas se permettre plus grand. Une fois que Claire a bloqué leur compte conjoint, nos amis ont commencé à revenir en rampant, marmonnant des excuses maladroites pour la façon dont ils m'avaient traité et faisant semblant d'être choqués d'avoir complètement mal jugé Marcus. Tom et Sarah nous ont invités à dîner et ont passé toute la soirée à s'excuser de m'avoir mis en doute. Jake et Amanda ont organisé un barbecue de bienvenue qui ressemblait plus à une fête de bon débarras, Marcus. J'arrive pas à croire qu'on s'est fait avoir par son numéro, a dit Sarah un soir pendant qu'on jouait à des jeux de société. Comme au bon vieux temps. Il avait l'air tellement sûr de lui, tellement réussi. On n'a jamais pensé une seconde que c'était du vent. J'ai haussé les épaules. La confiance, c'est facile à simuler quand on est assez désespéré. Marcus avait besoin que tout le monde le croie riche et prospère parce que toute son arnaque reposait sur le fait de paraître maîtriser la situation.
Mais comment tu as fait pour percer son jeu, a demandé Tom. Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille quand nous, on gobait son histoire? J'ai fait simple. Parce que c'était mon argent qu'il voulait. Quand quelqu'un essaie de te voler tes économies, tu remarques des trucs que tu aurais ratés en temps normal. Mais la vérité était plus compliquée que ça. Bien sûr. J'ai démasqué Marcus parce que j'étais furieux et trahi, alors j'ai creusé beaucoup plus profondément que quiconque ne s'en est donné la peine. Mais je n'avais pas envie de partager toute l'enquête avec nos amis. Certaines victoires sont mieux gardées secrètes. Jessica et moi avons même utilisé tout ce bazar pour renforcer notre mariage d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. La crise nous a forcés à être beaucoup plus honnêtes sur l'argent, nos objectifs et ce qui nous inquiétait pour l'avenir. On a commencé à avoir des discussions hebdomadaires sur l'argent où on passait en revue notre budget, nos objectifs d'épargne et toutes les grosses décisions financières qu'on envisageait. Je ne veux plus jamais être aussi vulnérable, m'a dit Jessica un soir alors qu'on regardait nos comptes de retraite. Marcus est entré dans ma tête parce que j'étais complexé par notre avenir financier. Si on n'est plus ouvert l'un envers l'autre sur l'argent, ça ne pourra pas arriver. Elle a aussi commencé à s'impliquer beaucoup plus dans la compréhension de nos investissements et de nos assurances, en posant des questions sur des trucs qu'elle m'avait toujours laissé gérer. Ce n'était pas qu'elle ne me fasse pas confiance. Elle voulait simplement être une partenaire à part entière dans la gestion de notre argent, et pas seulement quelqu'un qui entendait parler de mes décisions après coup. Emma et Tyler avaient assisté à toute la scène, leur radar d'ado affûté pour les drames d'adultes. Ils avaient vu leur mère se faire manipuler, leur père être sapé, et toute la famille être déchirée par la cupidité et les mensonges. Oncle Marcus était un peu con, quand même, non, lâcha Tyler un jour alors qu'on bossait sur son projet de science. Oncle Marcus a fait des mauvais choix, répondis-je, essayant de rester diplomate. Des mauvais choix comme mentir à tout le monde et essayer de nous voler notre argent. Je regardais mon fils de 12 ans, qui semblait comprendre mieux que la moitié des adultes que nous connaissions. Ouais, dis-je. Des mauvais choix comme ça. Emma était moins diplomate. Je ne l'ai jamais aimé, annonça-t-elle un soir à table. Il me parlait toujours comme si j'étais débile, et il n'écoutait jamais quand maman parlait. Il attendait juste son tour pour parler de lui. C'est une observation très mature, dit Jessica. C'est pas si mature que ça, rétorqua Emma. C'est juste évident quand tu fais attention. 6 mois après l'esclandre au café, je suis tombé sur Marcus à l'épicerie. C'était un samedi matin, et j'étais en train de prendre des trucs pour l'anniversaire de Tyler quand je l'ai aperçu dans le rayon surgelé. Il avait l'air d'avoir pris 10 ans. Ses vêtements de luxe avaient disparu, remplacés par des chinos bas de gamme et un polo qui avait connu des jours meilleurs. Sa BMW était introuvable. Il conduisait une Honda Civic de 10 ans avec une bosse sur la porte passager. Et, signe ultime, il faisait ses courses avec des coupons, vérifiant méticuleusement les prix et comparant les marques comme quelqu'un qui devait réellement se soucier de ses factures d'épicerie. Il m'a vu en même temps que je l'ai vu, et pendant une seconde, on s'est juste fixé à travers les pizzas surgelées. Puis il poussa son chariot dans ma direction. « David, dit-il doucement. »« Marcus, répondis-je. J'imagine que tu as entendu parler du divorce. »« J'ai entendu. Je suis désolé que ça n'ait pas marché. » Il rit, mais c'était un rire vide. « Vraiment ? J'y ai réfléchi. Je suis désolé pour Claire. Elle ne méritait pas d'être trompée et manipulée. Quant à toi, tu as fait tes choix. » Marcus hocha lentement la tête. « C'est vrai. Et toi, tu as fait les tiens. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? Ça veut dire que je sais que c'est toi qui as enquêté sur moi. Je sais que c'est toi qui as donné à Claire les informations sur Robert Shen. » Marcus n'était pas assez malin pour trouver tout ça tout seul. Je n'ai pas nié. Est-ce que ça a de l'importance ? Non, dit Marcus après une longue pause. Ça n'a pas d'importance. Tout ce que tu as dit à Claire était vrai. Tout ce que tu as découvert sur mes échecs commerciaux était exact. Tu n'as rien inventé, rien exagéré. J'ai juste montré aux gens qui j'étais vraiment. Et qui étais-tu vraiment ? Marcus resta silencieux si longtemps que je pensais qu'il ne répondrait pas. Quand il parla finalement, ce n'était qu'un murmure. J'avais tellement peur de passer pour un raté, que je suis devenu le type que j'ai toujours détesté. J'ai menti à ma femme, j'ai utilisé mes amis, et j'ai essayé de détruire ton mariage parce que j'étais désespéré et que je pensais que tu avais quelque chose que je pouvais prendre. Pourquoi tu me racontes ça ? Marcus me regarda droit dans les yeux,
pour la première fois depuis le début de notre conversation. Parce que je veux que tu saches que je comprends ce que tu m'as fait. Et que je le méritais. Il commença à pousser son chariot, puis s'arrêta. Pour ce que ça vaut, Jessica n'était jamais intéressée par moi. Pas comme ça. Il continua, enfin, j'essayais de me convaincre que si. Qu'elle attendait juste l'occasion de te quitter. Mais c'était juste un autre mensonge que je me racontais. Elle t'aime, David. Elle t'a toujours aimé. J'étais juste trop amer et jaloux pour le voir. Après son départ, je suis resté planté là dans le rayon surgelé pendant quelques minutes. J'essayais d'assimiler tout ça. Je pensais que si jamais je revoyais Marcus, je serais ravi, content de le voir dans cet état. Au lieu de ça, j'ai presque eu pitié de lui. Marcus Thompson avait gâché sa propre vie avec la cupidité, le désespoir et les mensonges. Il se trouvait que j'étais l'élément déclencheur. Il l'a fait lui-même. Ce soir-là, j'en ai parlé à Jessica. « Tu crois qu'il a retenu la leçon ?» demanda-t-elle. « Je crois qu'il a compris que les actes ont des conséquences, dis-je. S'il fera de meilleurs choix maintenant, c'est à lui de voir. » Jessica resta silencieuse pendant un instant. Je me sens coupable parfois, de la facilité avec laquelle il m'a berné, d'avoir douté de toi, d'avoir laissé pourrir notre mariage. Ne dis pas ça, lui dis-je. Marcus était doué pour ça. Il avait des années d'entraînement à mentir à Claire, à ses associés, à lui-même. Tu n'as pas été la première, et tu ne seras probablement pas la dernière. Mais j'aurais dû te faire plus confiance, et mieux te dire ce que je voyais, répondis-je. On a tous les deux merdé. Le truc, c'est qu'on en a tiré des leçons. 1 an plus tard, Claire s'est remariée. Son nouveau mari était Robert Chen, le kinésithérapeute avec qui elle discutait en ligne vers la fin avec Marcus. Le mariage était modeste, chez les parents de Jessica, juste la famille et les amis proches. Jessica était la demoiselle d'honneur de Claire, et je l'ai accompagnée jusqu'à l'hôtel puisque son père était décédé il y a des années. À la réception, Claire m'a tiré à part. « Je ne t'ai jamais vraiment remercié », a-t-elle dit. « Pourquoi ? » De m'avoir montré Marcus tel qu'il était. De m'avoir donné ce dont j'avais besoin pour me protéger pendant le divorce. De m'avoir aidé à voir que mon mariage était mort avant que je ne perde plus de temps à essayer de le réparer. Je ne l'ai pas fait pour toi, ai-je répondu, honnêtement. Je l'ai fait pour protéger ma famille. Je sais, a dit Claire. Mais le résultat est le même. Tu m'as sauvé d'années pendant lesquelles il m'aurait utilisé, aurait joué avec ma tête, même si ce n'était pas ton intention. Elle a regardé Robert à travers la cour, en train de parler baseball avec Tyler. Robert est tout ce que Marcus prétendait être, honnête, qui a réussi sans être un connard, qui veut vraiment un partenariat au lieu de juste prendre. Je n'aurais jamais été libre de le trouver si tu n'avais pas fait éclater la vérité. Quant à Marcus, on en entendait parler de temps en temps par le biais du téléphone arabe familial. Il avait déménagé, trouvé un boulot dans une grosse boîte immobilière, simple agent, sans essayer de tirer les ficelles. D'après Claire, il versait une pension alimentaire et une pension pour l'enfant. Il n'avait pas d'enfant, mais il lui devait une grosse somme suite au divorce, et il semblait vivre selon ses moyens pour une fois. « Tu crois qu'il va rester sage ?» a demandé Jessica après l'une de ses mises à jour. « Je crois qu'il va rester terrifié », ai-je répondu, et parfois, c'est suffisant. 2 ans après notre discussion au café, j'ai eu une promotion. La fusion dont Marcus avait parlé n'a jamais eu lieu, mais la boîte a fait des changements, et j'ai été nommée directrice des systèmes d'information, avec une belle augmentation et plus de responsabilités. J'ai eu mon propre bureau, une petite équipe sous mes ordres, et les gens ont vu que j'étais plus qu'un simple support technique. Le premier jour dans mon nouveau poste, j'ai trouvé une enveloppe sur mon bureau, sans adresse de retour. À l'intérieur, il y avait une carte avec un mot « Félicitations pour la promotion. Tu avais raison sur toute la ligne. M. » Je l'ai montré à Jessica le soir même. « Tu vas répondre ?» m'a-t-elle demandé. « Non, ai-je dit. Je n'ai plus rien à dire. » J'ai jeté la carte et je n'ai plus jamais entendu parler de Marcus Thompson. Mais chaque fois que quelqu'un essaie de me dire que je ne suis qu'un informaticien, ou que je devrais prendre plus de risques avec ma famille, ou que je ne comprends rien au monde, je me souviens du visage de Marcus quand j'ai étalé tous ces mensonges sur la table de ce café. Je me souviens que savoir des choses, c'est puissant, qu'il est payant d'être patient, et que parfois, la meilleure des revanches, c'est juste de laisser les gens se détruire tout seuls pendant qu'on regarde.
Et surtout, que protéger sa famille, ce n'est pas être le plus fort, le plus bruyant ou le plus méchant dans la pièce. Parfois, c'est être le plus intelligent. I don't see a red trail I'm supposed to be following, but seems like it might be in the water. Fuck. Oh no. I don't know. I don't know why I wouldn't let me grapple. But it's okay. I feel like I've died more times today than any other day. Is that it? Where are you going? You don't like my company? Yeah? Fuck, 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 fuck. Fountain of crying blood. Guess that's what that is. People speaking That tongues. is gross. The hotel would have been full of foreigners. Maybe that's it. God. Oh my god! Fucking idiot. So close. Oh no. It spawns me all the way back at him. So. Release?